Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5 Monde pour un grand entretien d'actualité avec RFI et le journal Le Monde. La crise dure maintenant depuis près d'un mois. Hier, c'était donc le 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes en France. Ils étaient 136 000 manifestants dans tout le pays face à un dispositif des forces de l'ordre impressionnant. 89 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Une journée où, contrairement à la semaine dernière, les violences ont été contenues toute la matinée à Paris. Les Gilets jaunes se sont regroupés principalement sur les Champs-Élysées, globalement dans une atmosphère bon enfant. Une matinée donc plutôt calme, des manifestants pacifiques malgré quelques provocations et points de tension. En revanche, dans l'après-midi, des scènes de violence ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Actes de vandalisme, voitures brûlées, magasins pillés. Des manifestations émaillées d'incidents ont également eu lieu en province. Les forces de l'ordre ont procédé à de très nombreuses arrestations, 1723 dans toute la France, dont 1220 gardes à vue. Le calme est revenu en début de soirée. Pour commenter, analyser cette actualité, avec nous, un député de La République En Marche, Ludovic Mendes. Bonjour, Monsieur Mendes. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien militant socialiste, vous êtes un élu depuis mai 2017 du parti présidentiel dans la 2e circonscription de Moselle. Vous avez créé en 2015 les Jeunes avec Macron dans votre région. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions, dont celle de Sophie Malibaud de RFI et de Alain Salle du journal Le Monde. Je précise que vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Nous parlerons de l'image de la France à l'étranger avec cette crise et l'Europe. Mais tout de suite, je voudrais une première réaction. J'imagine que vous êtes soulagé que ce samedi se soit mieux passé que celui de la semaine dernière. Mais cela veut dire que les événements ont été mieux anticipés cette semaine. Est-ce que ça veut dire aussi que l'on aurait peut-être pu éviter les saccages, les nombreux blessés de la semaine dernière ? Ça s'est mieux passé parce qu'on a aussi beaucoup de militants, des gilets jaunes, comme on dit, qui ne sont pas montés sur Paris. Donc il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était plus simple aussi à contenir, parce qu'il y avait aussi la partie pour les policiers de dire séparer les casseurs des vrais manifestants. Les chiffres disent que c'est à peu près la même mobilisation. Globalement, sauf que sur les Champs-Élysées, on a vu aussi des personnes qui étaient là pour manifester, ils n'étaient pas à côté des casseurs. Donc ils ont vraiment bien été séparés cette fois-ci. Les contrôles ont été faits en amont, parce qu'on a vu des contrôles de police au sein des gares, au sein de l'aéroport même. Donc on a pu contenir en amont les personnes qui étaient là vraiment pour casser et qui étaient là pour même peut-être tuer. Parce que certains avaient des armes dans leur sac. Donc à partir de là, il y a eu un traitement en amont qui n'était pas fait le week-end d'avant, parce qu'on ne s'attendait pas à cette mobilisation autour de casseurs. Mais moi, je veux juste faire la différenciation entre les fameux casseurs qui ont agi l'après-midi et en fin de journée, et les manifestants qui, là, voulaient exprimer leur ras-le-bol en début de matinée. Justement, à propos de ce traitement en amont, il y a donc eu des interpellations préventives. Il y a donc eu aussi des véhicules fouillés sans perquisition. Est-ce que, si ça se reproduit, etc., déjà, est-ce que ça ne pose pas un problème en droit, tout ça ? Globalement, non. Puis il y a eu la modification de la loi antiterrorisme au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a plus pas besoin d'être en état d'urgence sur certaines problématiques. Donc ce sont des personnes qui ont été reconnues pour certaines raisons, parce qu'on a l'habitude de les voir comme casseurs, les Black Blocs et autres. C'est des actes très spécifiques. Après, s'il y a problème en droit, il y a des avocats ce matin qui disaient qu'il y avait peut-être des problématiques. On va suivre le dossier. Je pense que le ministère de l'Intérieur a quand même fait des choix intelligents et en lien avec la justice, qui permettaient de prendre des décisions légales et dans le cadre du droit. Vous étiez en train de dire que, en fait, l'incrimination de la suspicion de terrorisme peut être mise sur la... Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a modifié la loi, nous, de notre côté, pour ne pas remettre l'état d'urgence, pour faciliter certaines perquisitions, certaines protections de sites sensibles. Au-delà de ça, la justice et l'intérieur ont travaillé de concert pour se dire, voilà, vous pouvez faire telle et telle chose, vous avez le droit d'aller jusqu'au bout, vous pouvez interpeller des personnes en prévention parce qu'elles ont des armes dans leur sac, ce qui est la réalité, c'est ce qui a été fait. On a vu des photos de haches, de boules de pétanque, de faucils, de marteaux. Ce ne sont pas des armes en soi, donc. Ah, ça, on peut tuer. Aujourd'hui, avec une boule de... Quand on va manifester avec une boule de pétanque, par destination. Ouais, par destination. Alain, une question. Non, on va continuer cet entretien. Je vous propose ce focus réalisé par Sébastien Duhamel et Benoît Tricot. Petit rappel sur votre formation politique, La République En Marche. Pourtant proches,
est déjà si loin. Qui se souvient qu'il y a tout juste 2 ans, Emmanuel Macron publiait son livre « Révolution ». Candidat à la présidence, il y présentait son combat pour la France, sa volonté de dépasser l'opposition gauche-droite. Quelques mois plus tôt, alors ministre de l'économie, il venait justement de lancer son mouvement, En Marche. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Vous pouvez être membre du Parti socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche. Le mouvement ambitionne de casser le système des partis traditionnels pour relancer la France et avec elle, raviver le rêve européen. Or, il faut se hâter, construire une offre et une carte politique complète. L'Élysée ne suffira pas. En ce qui concerne les élections législatives, En Marche présentera 577 candidats. Après un appel à candidature sur Internet, Paris réussit. Ils seront finalement un peu plus de 300 marcheurs à l'Assemblée nationale. Une majorité hétérogène, des députés venant de tous horizons professionnels et découvrant, pour la plupart, la vie politique. Il faut être attentif. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je mets au vote un article, c'est un article. Mais une majorité, dit-on, dirigée à la baguette, notamment par Richard Ferrand, fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron. Rapidement, la presse se fait l'écho d'une hypercentralisation du pouvoir. Plusieurs accros s'en suivent. Et aujourd'hui, fissure nette lorsqu'une élue n'hésite pas à enfiler un gilet jaune. C'est très bien de garder le cap. Mais quand vous avez une tempête de vent, parfois, il faut changer la route. Comme à l'époque d'une sortie remarquée sur la loi Asile et Immigration, la députée de la Manche sera rapidement recadrée. Mais à l'heure d'une colère quasi inédite au niveau national, cette majorité bâtie en quelques mois est-elle suffisamment solide pour offrir une sortie de crise? Alors on reviendra sur le travail des députés de La République En Marche, mais pour ouvrir cet entretien tout de suite, parlons du président de la République qui ouvrait ce petit focus. Est-ce qu'il y a un problème Emmanuel Macron aujourd'hui? Manifestement oui, si on entend les manifestants. Donc, si on écoute aujourd'hui les manifestants des Gilets jaunes, ils nous disent voilà, on a un problème avec le président, il ne nous écoute pas, il est hors sol, il ne comprend pas, ils reprennent les petites phrases qui ont été sorties deux fois d'un contexte, mais qui ont pu heurter une partie de la population. Une partie de la population les a comprises et ne se sent pas concernée, et de l'autre partie se sent concernée en disant on est maltraité, on est... Alors on parle de mépris, d'arrogance, effectivement, oui, c'est ça. Hors sol. Vous, qu'est-ce qui vous dites les gens que vous rencontrez dans votre circonscription? Alors on évite de parler de ce genre de choses, on essaie surtout d'avoir un débat sur pourquoi... Mais ils vous interpellent sur Emmanuel Macron. Oui, ils m'ont interpellé sur Emmanuel Macron, mais on tourne vite la page, parce que le but du parlementaire, c'est quand même d'avoir un échange avec eux sur leurs problématiques quotidiennes et de savoir s'il y a un problème entre nous aussi, parce que si on se comprend ou on se comprend pas. Donc là, quand j'échange avec eux, c'est surtout m'expliquer, voilà, j'arrive pas à finir les fins de mois, j'ai eu des difficultés parce que j'ai perdu mon emploi, je me suis retrouvé en invalidité et pendant 1 mois et demi, j'ai pas de salaire. Ce sont des choses sur lesquelles on a parlé. Après, il y a des personnes qui me disent, je trouve pas de travail. Ça fait 14 ans que je suis au chômage, 14 ans au chômage, donc il n'y a plus de chômage, entre guillemets, donc 14 ans en recherche d'emploi, ça paraît compliqué. Mais pour revenir sur Emmanuel Macron... prise à partie parce que certains députés l'ont été violemment jusque dans leur domicile. Alors, la seule fois que j'ai été prise à partie, c'est quand je suis sorti d'un plateau de télé et que j'ai reçu un courrier à mon bureau, j'ai reçu des insultes sur les réseaux sociaux, à mon domicile non, à ma permanence non plus. Moi je suis dans un espace de coworking, donc on ne viendrait pas m'attaquer moi, c'est tout l'espace de coworking qu'on attaquerait, donc les chefs. Oui, parce que vous avez fait le choix, il faut préciser. Moi j'ai fait le choix d'être dans un espace de coworking, espace où il y a des de ne pas avoir une permanence fermée et classique, entre guillemets, parce que c'est un choix personnel. Je veux rester au contact aussi des personnes qui sont là, des chefs d'entreprise, des artistes qui passent souvent, des personnes en formation. Voilà, il y a un échange qui se fait assez souvent. Et puis pour mes collaborateurs, je trouve ça plus agréable en fait d'avoir un échange toute la journée que d'être enfermé dans un bureau tous les deux. Et comment vous avez fait remonter là, ces doléances que vous avez recueillies de vos électeurs qui étaient mécontents? Est-ce que vous avez pu les faire entendre ou est-ce que vous n'avez pas été entendu auprès de votre majorité? On a été entendu. On a eu des réunions nous avec le bureau de La République En Marche à l'Assemblée nationale, donc avec le bureau du groupe. Il y a ce qu'on appelle les responsables politiques remontent les informations qu'ils obtiennent de leurs collègues dans nos fameuses boucles Telegram ou sur des appels, des SMS ou des mails. On remonte tout ça au groupe et on fait des notes complètes qui sont renvoyées au gouvernement et à l'Élysée auprès des conseillers du président. Et ça a été entendu, mais est-ce que vous avez été entendu? On a entendu. Parce que ça n'a pas changé. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises suite aux recommandations? Il y a eu l'oratoire qui a été la semaine dernière, mais au-delà de ça, les mesures aujourd'hui, on a 3 mois de concertation. Et ça, c'est, je crois, la plus belle chose qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est 3 mois de concertation. On va travailler au plus près des territoires.
territoire. Mais déjà, vous, ce ressenti, vous le partagez dans une certaine mesure ou pas? Lequel? Ce ressenti des Gilets jaunes par rapport au fait d'avoir d'un Emmanuel Macron claquemuré, comme dit Marine Le Pen, dans son palais de l'Élysée. Comment est-ce que vous ressentez ça? Personnellement, je ne le ressens pas. La majorité de mes collègues non plus. Après, il peut y avoir toujours une ou deux personnes qui se disent concernées par ces propos. De notre côté, non. Moi, je n'ai jamais eu ce ressenti. J'étais à l'Élysée, justement, la semaine dernière, quand il a fait son discours sur la transition écologique. On a des échanges quand même importants. Les parlementaires échangent avec l'Élysée, échangent avec le gouvernement. Pareil avec le Premier ministre. On a des échanges qui sont presque quotidiens en ce moment pour faire des propositions. Mais le moratoire nous permet de passer en fait à la phase 2, qui est la concertation. La concertation, aujourd'hui, sur les territoires, c'est historique. Ça n'a jamais été mis en place. Et ça, c'est là qu'il faut savoir le saisir, parce qu'on va pouvoir faire des propositions non seulement avec nos territoires, mais nous aussi complémentaires à ce qui était prévu dans notre projet. Oui, mais avant cette concertation, enfin, déjà le moratoire, il est arrivé trop tard. Il est arrivé 3 semaines après le début du conflit, et quand il est apparu comme insuffisant auprès de la plupart des gens qui étaient passés à d'autres revendications, quoi. Donc là, qu'est-ce que vous attendez des annonces du président Macron, jusqu'où il doit aller selon vous? Est-ce qu'il faut une augmentation du SMIC, qui est une des revendications qu'on entend largement, un rétablissement de l'ISF, qui est aussi une autre revendication très forte, et qui sont à la fois des marqueurs du gouvernement, mais est-ce qu'au fond, on peut apaiser la contestation sans en passer par ces mesures? L'ISF, aujourd'hui, n'a pas disparu. On l'a modifié. Donc, on impose sur la fortune immobilière, sur l'IFI. Et aujourd'hui, on a une enquête qui a été mise en place par les parlementaires pour voir si l'investissement a été réalisé ou pas grâce au fait de ne plus payer au niveau des impôts. On se rend compte déjà qu'il y a 60% d'investissements dans les startups, alors jusqu'à maintenant, tu es à 20 ou 30%. On a des investissements dans la transition industrielle, transition technologique, écologique de nos industries. On a des emplois industriels secrets nouveaux. Donc, on pense en partie que c'est aussi dû à ces personnes qui ne payent plus l'ISF et qui investissent dans l'économie réelle. Donc mais là, c'est audible, vous croyez? Je ne dis pas que c'est audible ou pas audible. L'ISF, on était quand même le seul pays à en avoir un. C'est un totem français. Nicolas Sarkozy s'y était fracassé aussi. J'étais militant socialiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce moment-là. Donc moi aussi, je ne comprenais pas l'intérêt de le retirer. Après, quand on regarde dans le détail, aujourd'hui, l'ISF nous fait perdre aussi des personnes qui ont une capacité d'investissement. Et c'est là qu'il faut remettre ça en jeu. C'est le pari qu'on a pris avec la majorité et le président de la République dans le programme dès le départ et qu'on a voté à l'Assemblée nationale. C'est le pari de dire, voilà, ces personnes, si elles ne payent pas cela dans les impôts, elles vont le payer dans l'économie réelle. Et on a besoin d'argent, de liquidité dans l'économie réelle. On a compris, pas de rétablissement de l'ISF, mais l'autre partie de la question d'Alain, c'est le SMIC, l'augmentation du SMIC. Parce que ce qu'attendent les manifestants des Gilets jaunes, c'est des mesures immédiates, de l'argent, des euros sonnants et trébuchants. Et c'est à la fois de la justice fiscale, si ce n'est pas un rétablissement de l'ISF, comment, et du pouvoir d'achat. Il y a des propositions qui sont en cours auprès des parlementaires. On ne sait pas ce que va annoncer le président. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, député de la République? L'augmentation à 1 500 € du SMIC, par exemple, c'est mettre en danger notre économie. Parce que c'est les entreprises qui vont le supporter. Et derrière, tout va augmenter. Donc ça ne marchera pas. Et c'est la première fois qu'en l'espace même pas d'un an, le SMIC a augmenté de plus de 50 € par mois. Je veux dire, il a augmenté au mois d'octobre et il augmente au mois de janvier. On sait que ce n'est pas suffisant pour une partie de ces personnes qui sont en difficulté. On doit trouver une solution complémentaire. Peut-être aussi au niveau des impôts, parce que les tranches d'impôts ont été modifiées sous le quinquennat de François Hollande. Il faudrait peut-être revoir et remettre des tranches d'impôts complémentaires pour les personnes à faible revenu. Il y a les retraités qui demandent à reprendre l'indexation de leur retraite qui avait été oubliée, qui a été modifiée. Il faut discuter sur le sujet, mais il ne faut pas que non plus cela puisse nous mettre dans des difficultés financières importantes, parce que le pays est quand même très endetté. Il faut limiter le coût de la vie publique aujourd'hui et de l'État. Mais on sentit qu'il y avait une ouverture au niveau de l'Europe avec ce qu'a dit Pierre Moscovici sur le fait que on ne touche pas au budget, mais on peut peut-être... Mais il y a plusieurs choses qu'on pourrait essayer de négocier avec l'Europe. C'est de dire, par exemple, tout ce qui tient à l'investissement public, à l'investissement de l'État dans la transition écologique, le sortir de la dette publique. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait faire, qui nous permettrait d'investir intelligemment sans que ça pèse dans notre budget. Derrière, il y a des propositions qui sont faites par certains parlementaires, par exemple de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu, de réfléchir à un revenu de base. Le revenu de base, aujourd'hui, ce n'est pas le revenu que proposait Benoît Hamon, c'est
On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent des aides sociales. Il faut peut-être les réadapter, les modifier. Au total, on en a répertorié plus de 130 parce qu'il y a des aides qui viennent des communes, des départements, des régions. Refaire un vrai programme social et l'adapter aux réalités territoriales. Vous nous dites que vous ne savez pas ce que le président Macron va annoncer en ce début de semaine. Est-ce que vous pensez qu'il va annoncer le type de mesures immédiates de nature à éviter que samedi prochain se reproduise le même type de manifestation? Après, sur le pouvoir d'achat, il y a des propositions qui sont faites sur l'augmentation du SMIC, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de baisser les impôts. Si on fait ça maintenant, il faut que ça soit calculé. Il faut qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur les investissements futurs. Parce qu'on a quand même des investissements importants dans la transition écologique, sur les maisons, il y a des investissements importants sur l'apprentissage, sur la formation, qui permettent à ces personnes de retrouver de l'emploi le plus rapidement possible et de ne pas être en difficulté parce qu'une usine vient de fermer ou une entreprise vient de disparaître, et de pouvoir s'adapter à la société qui évolue avec le numérique et l'intelligence artificielle. Si on met tout cela en danger, on va revenir à ce qu'on a vécu sur les 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on arrête un projet et les personnes ne pourront pas s'adapter entre guillemets à la société qui évolue parce qu'elles n'ont pas les bonnes formations, elles n'ont pas les bons niveaux de qualification. Donc il ne faut pas mettre cela en danger. Il va, pour moi, faire des propositions. Les appels à manifester sont déjà lancés pour la Ils sont déjà prochaine. lancés. Et le président va faire, je pense, un discours où il va reconnaître peut-être qu'on n'a peut-être pas été assez à l'écoute. C'est aussi pour ça qu'il y a la concertation. Et des mesures directes, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une baguette magique et de dire, voilà, on va améliorer le quotidien de tout le monde en l'espace de 2 semaines. C'est pas possible. Alors, ces détracteurs d'Emmanuel Macron disent qu'il a beaucoup marché sur sa jambe droite et qu'il en a oublié sa jambe gauche. Qu'est-ce que vous dites, vous comment vous commentez ce... Quand on augmente le minimum vieillesse jusqu'à 100 € par mois net, quand on augmente l'allocation adulte handicapé, quand on fait en sorte de baisser les impôts directs avec la taxe d'habitation, les choses là, c'est pas la jambe droite. Mais, mais aujourd'hui, si on développe pas l'économie, si on met pas une économie solide sur la table, on peut pas redistribuer derrière. Donc il l'a toujours dit, même pendant la campagne. D'abord, on libère, après on protège. C'est ce qui était prévu. Après, aujourd'hui, alors, on a il a des beaucoup personnes libéré, qui protégé. ne veulent plus attendre et qui veulent être protégées plus rapidement. Oui. Donc c'est peut-être le seul message qui est passé aujourd'hui, c'est aller plus vite dans la protection, aller plus vite dans l'amélioration de notre quotidien. C'est ce qui est dit souvent, c'est-à-dire qu'on comprend ce que vous avez fait, pour nous c'est pas suffisant, il faut faire encore mieux. Est-ce que la clé est éventuellement dans les territoires? Est-ce que si les gens aussi ont la crainte d'aller manifester à Paris la semaine prochaine, vous ne pourriez pas aussi craindre d'avoir des mouvements locaux plus forts? Et à ce moment-là, comment est-ce que vous allez travailler là-dessus? La crainte, non, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui discutent avec nous m'ont même posé la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Donc il y a cette phase de concertation pour eux, des phases d'écoute et surtout de co-construction, de construire ensemble l'avenir de notre pays, de construire ensemble l'avenir de la démocratie française, où ils demandent des choses aussi différentes, parce qu'on demande que le peuple soit plus écouté, mieux écouté. Il y a des choses qui ont été prises en compte dans la réforme constitutionnelle. Peut-être on devra aller plus loin, peut-être on devra trouver une solution aussi sur nos territoires. Mais la base, c'est d'ouvrir nos permanences, d'ouvrir nos mairies à toutes ces personnes qui souhaitent dialoguer. Parce qu'elles nous disent souvent, on n'est pas écouté, on ne vous voit pas, on n'a pas le temps d'échanger avec vous. Mais parce qu'on n'a pas... Il y a un manque de démocratie directe? C'est pas un manque de démocratie directe, c'est qu'on n'a pas instauré ça. Pendant des années, les députés, voilà, on les voyait souvent au repas de fin d'année, les fêtes de quartier, on voulait couper des rubans, dans les associations. Mais la population, majoritairement cette population qui manifeste aujourd'hui, ne se déplaçait pas dans ces événements. Donc comment on fait aujourd'hui pour recréer un lien avec eux et ne pas attendre qu'il y ait un problème pour discuter? On peut se voir pour échanger. J'ai une idée, j'ai une proposition. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans mon bureau et me disent, voilà, moi j'ai une proposition, je vous la soumets. Et dites-moi si c'est faisable, pas faisable. Et on a un échange. Et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Moi, je cherche à faire différemment, pas le nouveau monde, mais de faire différemment la communication qu'on peut avoir et les échanges qu'on peut avoir avec eux. On organise des apéros chez les citoyens. On essaie de les voir dans d'autres cadres. Oui. Mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des outils comme le référendum, par exemple. Alors, une question. Mais sur quoi le référendum? La problématique là, on parle souvent du modèle suisse. Mais est-ce qu'il faut du référendum dans nos communes? Est-ce qu'il faut du référendum dans nos régions, dans nos départements, au niveau de l'État? Si aujourd'hui le pays doit fonctionner au référendum, ça peut bloquer aussi. Mais vous, quel est votre sentiment? Je pense qu'on peut avoir plus de démocratie participative. En créant des plateformes, bon, il y a la chambre civile qui va se créer à la place du Conseil économique, social et environnemental. Donc là, il va y avoir déjà la place pour que chacun puisse s'exprimer, faire une pétition ou avec des propositions. Et au-delà de ça, il faut plus de démocratie participative sur les territoires. C'est souvent dans les territoires où on ne se sent pas écouté, et vu que les territoires ne remontent pas les informations au niveau national, c'est compliqué. Alors, je ne mets pas ça sur la faute des maires, hein, c'est pas du tout le cas, parce qu'ils font un travail important sur leur territoire. Il faut qu'on trouve un nouveau système qui permettrait d'échanger dans nos territoires au plus proche de la population, et ne pas créer à chaque fois des grands Grenelles, des grandes conventions, parce que certains le disent, voilà, on ne se sent pas concerné par les syndicats, on ne se sent pas concerné par les partis politiques, on ne vote pas.
Donc, s'ils ne votent pas, qu'ils n'adhèrent pas à un syndicat... Parce que dans la rue, il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus aux différents rendez-vous donc, électoraux. Qui les écoute? Mais ces gens-là, ils sont venus, là, ils sont montés à Paris, ils sont sur les ronds-points, ils sont en train de faire passer un certain nombre de messages. Et qu'est-ce que, au fond, vous leur répondez? Parce que vous dites on va faire de la concertation, un peu comme si c'était un épiphénomène, mais c'est quelque chose qui est quand même plus grave. Et au fond, il y a une question quand même fondamentale par rapport à ça, parce que il y a un rejet d'un certain nombre de méthodes de gouvernement qu'il y a eu récemment, et au fond, est-ce qu'il y a maintenant une possibilité pour le gouvernement de continuer cette politique de réforme qui n'a pas été comprise par une bonne partie des gens qui protestent aujourd'hui? C'est pas un épiphénomène. La concertation qu'on ouvre là, c'est pas juste pour dire venez parler, puis on passera à autre chose, on fera quand même ce que l'on veut. Au contraire, c'est vraiment pour écouter et proposer. Après, il y a peut-être des choses qui seront faisables rapidement, d'autres qui le sont moins. On a aussi des propositions des fois parfois farfelues, mais c'est la réalité aussi de personnes qui veulent s'exprimer et dire je pense quelque chose, je veux le dire. Et ils ne veulent pas le faire simplement en mettant un bulletin dans une urne. C'est ce que maintenant la démocratie française, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on change un peu le fonctionnement, mais ce n'est pas un épiphénomène. La concertation, c'est redonner la voix au peuple. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et quand vous dites, oui, on a des propositions, mais on a des propositions qui vont dans un sens, comme elles vont dans l'autre sens. On veut être mieux protégé, on veut avoir plus de services publics, par contre, on veut payer beaucoup moins d'impôts. Et on oublie aussi, aujourd'hui, ce qui est investi par l'État. Donc il y a un travail de communication sur, déjà, à quoi servent les impôts, pour les réexpliquer, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent plus, parce qu'on a l'habitude, c'est quand on met sa carte vitale à la place d'une carte bleue pour la santé, quand on emmène ses enfants à l'école ou à la crèche, et que le coût est presque dérisoire, voire gratuit pour les écoles, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais Lucas Mendès, les manifestants, ils veulent... on a le sentiment qu'ils ne veulent pas des explications, mais ils veulent de l'action. Vous disiez tout à l'heure, la stratégie d'Emmanuel Macron, du gouvernement, ça a été de libérer et puis dans un second temps de protéger. Il y a une formule d'Emmanuel Macron qui est souvent reprise, qui est le « en même temps ». Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire « en même temps », c'est-à-dire libérer et protéger en même temps? Parce que les sentiments que les manifestants ont, c'est que les mesures ont été faites dans un sens et pas dans un autre. On a fait en même temps, sauf que le protéger a été fait par étapes. C'est peut-être, certains disent une erreur, d'autres, on aurait pu faire plus vite, parce qu'il y a eu des choses au mois de janvier, il y en a eu d'autres au mois d'octobre, il y en a un nouveau au mois de janvier, il y en aura l'année prochaine. On avait dit que ça se ferait sur 5 ans. On n'a pas dit qu'on ferait tout de suite. C'est ce qui a toujours été dit. Si on prend le discours du président de la République, j'ai participé à beaucoup de meetings. Je me souviens qu'il disait, voilà, on va faire des choses rapidement, et il y a des choses, on les fera sur 5 ans, et d'autres, on pourra les faire que sur 10 ans. Si on parle des retraites, si on parle sur différents sujets, l'impact ne sera pas maintenant. Mais quand on a enlevé la taxe d'habitation, les 30%, c'était cette année. L'augmentation sur le salaire, c'était au mois de janvier, et ça a été au mois d'octobre. Mais il faut continuer, peut-être aller plus vite. C'est dire, voilà, ce qui est prévu peut-être pour l'année prochaine, le prévoir tout de suite au mois de janvier. C'est pas une question de fond, c'est pas une question de mesure, c'est une question de tempo et de pédagogie. Pas simplement de pédagogie, parce qu'à force, le terme de pédagogie devient galvaudé, mais c'est aujourd'hui un problème de tempo, parce que la majorité des choses qui nous est demandées sur les ronds-points ou dans les manifestations sont des choses qu'on a dans notre programme. La Grande Marche avait servi à ça. La Grande Marche, on l'avait écouté, voilà. Il y a un ras-le-bol, on le savait, parce qu'on a été aussi élus sur ce ras-le-bol. Moi, je ne me cache pas les yeux, j'ai pas d'œillère. Je veux dire, si nous, on est la majorité aujourd'hui est présente et que le président a été élu, et qu'on a 20% de personnes qui ont voté Front National et 20% de personnes qui ont voté France Insoumise, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. Et en plus, alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ce changement? Les Français n'ont pas senti de changement de paradigme, comme on dit. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? On a, je pense, certains leviers qui ont été peut-être un peu trop rapides, alors que d'autres ont été trop longs. Quand on a mis la taxe sur la TICPE, quand on a augmenté la fameuse taxe carbone, l'impact a été trop important, alors que de notre côté, les salaires n'avaient pas augmenté aussi vite et qu'il est prévu une augmentation sur plusieurs mois. Mais au fond... La République en marche et le macronisme font totalement corps, ou est-ce qu'il y a un parti qui commence à s'ériger et qui ne dépend pas uniquement finalement du chef de l'État? Le parti ne dépend pas du chef de l'État, vu qu'on a quand même un directeur général, on a des groupes qui travaillent, et dans les territoires... Parce qu'on a l'impression que ça on subit n'entend pas toujours... beaucoup de voix dissonantes au sein, en tout cas, des principaux responsables de la République en marche. Ça change de ce qu'on a pu connaître avec d'autres partis comme les Républicains ou le Parti Socialiste. Là-dessus, je suis en phase avec vous. Mais derrière, le bureau exécutif du parti En Marche, la République En Marche, a fait beaucoup de propositions de son côté. La PMA, d'abord, a été validée, par exemple, par En Marche,
après et repasser à l'Assemblée nationale, qui va passer dans la loi de bioéthique. Il y a plusieurs sujets comme ça. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais donc le parti ne l'avait pas vu, que ça allait trop vite sur la taxe carbone, par exemple? Le parti ne l'avait pas vu? Il y a eu, je crois, auprès de certaines personnes, des alertes, mais ça a été des signaux très faibles. Et vu qu'on avait la tête dans le guidon, parce qu'on allait très vite sur les modifications, parce qu'on veut transformer rapidement notre pays pour permettre de passer à la vitesse supérieure et de se réinstaurer une économie solide et des personnes qui puissent vivre de leur travail dignement et ne plus avoir les difficultés en fin de mois, on avait la tête dans le guidon. Et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne relève pas la tête, c'est parfois compliqué. Vous êtes allé trop vite? Il y avait une volonté de passer un peu en force, peut-être? En force, non. Mais d'aller vite, c'était sûr. On l'avait dit dès le départ. Il faut qu'on aille vite pour faire changer notre pays rapidement et permettre de faire en sorte que le travail paye. Et c'était notre débat. Mais du coup, maintenant, ça va être quoi? Un coup d'arrêt? Ou c'est encore possible de faire bouger les Gaulois réfractaires au changement, comme dirait le président? Si en plus on s'amuse à reprendre ces petites phrases, on remet pour moi de l'huile sur le feu. Je veux dire, il faut qu'on passe à une phase complémentaire. C'est pas un coup d'arrêt, c'est une pause et on va construire avec les territoires. C'est une pause qui nous permet juste de modifier le fonctionnement. C'est juste ça. Mais derrière, on peut peut-être accélérer certaines choses. On attend la proposition du président qui arrive en début de semaine. Le gouvernement a fait des propositions de son côté, les parlementaires en font. Et c'est à partir de là, notre concertation interne aussi qui fera une différence. On va poursuivre cet entretien en ouvrant une page un peu internationale. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Vous vous désolez de l'image que cette crise donne de la France à l'étranger ? C'est toujours désolant de voir Paris, de voir des photos de Paris avec des voitures en feu, des vitrines cassées. Et quel va être l'impact pour la France? Parce que est-ce que ça fragilise sa voix à l'international? Déjà, le retrait de la taxe carbone, Donald Trump s'en est félicité en disant ça montre bien que l'accord de Paris était un mauvais accord, etc. Est-ce que ça va fragiliser vraiment la voix de la France à l'étranger? Je dirais presque que c'est de bonne guerre de la part de Donald Trump de faire de petites sorties comme ça pour nous piquer, étant donné. Vraiment, c'est ce que vous attendez de la part d'un allié, de ce qui est censé être un allié de la France? Aujourd'hui, on sait que Donald Trump, à des moments aussi, va tweet plus vite qu'il ne le pense. On l'a vu à plusieurs reprises. Je le dis parce que c'est un peu comme ça qu'on le voit. Par contre, voilà, j'ai eu des échanges avec des personnes en Espagne, au Portugal, en Tunisie, qui me disaient voilà, on a l'impression que c'est la guerre civile en France, alors que c'était pas le cas. Donc l'image qui est donnée à l'extérieur peut faire peur. Surtout qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, sur la scène européenne, est quand même celui qui permet de bouger les lignes, qui permet de faire des propositions complètes. Il traîne avec lui des leaders européens qui veulent accompagner dans cette modification de l'Union européenne. Donc là, c'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai, ça, justement. Est-ce que, précisément, les images qu'on voit de Paris, l'image, ça permet à Emmanuel Macron toujours d'être celui qui veut être celui qui fait bouger les lignes en Europe, où on voit que finalement, la réponse allemande était réticente. Dans les pays du Nord, ils sont très très peu favorables à une bonne partie des propositions du président. En Italie, on n'en parle pas, ni même dans l'Est de l'Europe aujourd'hui, quoi. Et on voit maintenant, il y avait l'Espagne, et l'Espagne maintenant voit le surgissement de l'extrême droite ici. Donc, en fait, ces lignes sont un peu fragiles. Mais maintenant, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas un des plus fragiles en Europe aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il soit un des plus fragiles aujourd'hui. Après, regardons les images de ce week-end à Bruxelles. Il y a eu des problématiques aussi, il y a eu de la casse, ils ont voulu attaquer le Parlement européen. Il y a eu des actes similaires. Pas au niveau de ce qui s'est passé en France. Peut-être pas, mais il y a eu des actes similaires en Allemagne. Voilà, on voit que ça commence un peu à bouger partout. C'est pas qu'en France ce mouvement. Donc il y a peut-être une autre problématique en Europe sur les citoyens qui se sont éloignés de certaines institutions. C'est pas simplement la France. Et si on reprend l'histoire de ces 10 dernières années au niveau européen, ce qui s'est passé à Madrid, ce qu'on a pu connaître dans d'autres territoires européens, c'est pas que la France. Après, des fois, on est en décalage et ils expriment ce que certains ont exprimé à Madrid, ce que certains ont exprimé à Lisbonne, ce que certains ont exprimé en Italie. Ça fait naître de nouveaux partis, Podemos, Syriza en Grèce. Il y a eu le mouvement 5 étoiles. Alors justement, sur cette question, je vous propose un petit extrait d'un document sur la question de l'Italie, du populisme et des extrêmes. C'est un extrait d'un reportage de Julie Perrard diffusé sur Arte qui s'appelle « L'Italie populiste, un danger pour l'Europe ». Et on parlera d'Europe ensuite. Pour Michael Modrikamen, leader de l'extrême droite belge francophone, Salvini et sa coalition sont l'espoir des populistes européens. Nous sommes le porte-voix, le porte-parole, le gardien
les intérêts de monsieur tout le monde, de l'homme ordinaire, celui qui a été, si vous voulez, méprisé, oublié des élites qui prennent souvent des décisions qui ne vont pas dans le sens des intérêts de la rue. Le populisme, c'est penser que l'on peut changer les choses instantanément et sans réflexion. Le populiste ne respecte pas les délais. Et c'est pour ça qu'il utilise les tweets. C'est pour ça qu'il utilise les slogans. Les slogans sur Twitter et Facebook, Matteo Salvini et Luigi Di Maio en font un usage compulsif, avec souvent plus de 10 posts par jour. Les deux leaders privilégient les réseaux sociaux aux médias traditionnels dont ils se méfient. Ça, c'est la grande révolution. C'est le fait que, par l'intermédiaire d'Internet, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est l'idée, il n'y a pas besoin d'experts. On est chacun d'entre nous experts de tout, et particulièrement le leader qui incarne le peuple. Oui, Alain. Oui, donc Emmanuel Macron avait un peu mis en scène une certaine opposition en Europe entre, au fond, les progressistes et les populistes. Et est-ce qu'il n'est pas quand même son image et la difficulté qu'il a à répondre à ce qui se passe en France lui permet comment ça peut lui permettre de rebondir vraiment en Europe contre les populistes qui aujourd'hui, à l'image de Salvini, se réjouissent de ce qui se passe à Paris? Je pense qu'il avait surtout raison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu cette fragmentation de progressistes populistes. Et une partie des Gilets jaunes ont été infiltrés en plus par certains groupuscules populistes, entre guillemets, politiques et non politiques, associatifs. On a vu des personnes qu'on ne voyait plus sur la scène médiatique réapparaître sur les Champs-Élysées. On voit Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'engouffrer dans la brèche à chaque fois qu'il y a une sortie. François Ruffin est presque un leader des Gilets jaunes quand on l'entend parler, la manière de faire et d'agir avec eux. Donc ils se servent de ça parce qu'ils disent que c'est le peuple qui s'exprime. Mais le peuple, on parlait là des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a peut-être une problématique, c'est que notre société s'est renfermée sur elle-même. J'ai eu des échanges l'autre jour dans ce qui fait vivre nos campagnes au départ, c'était les associations, les repas de voisinage, les amis qu'on voyait aussi avec le maire, toutes ces choses-là n'existent presque plus. Donc on est reclus aussi dans une société qui s'enferme sur son canapé, qui regarde la télé et qui est sur ses réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui avec le téléphone portable, avec l'ordinateur, Internet est devenu... c'est démocratisé presque partout, sauf dans les zones où on n'a pas encore les réseaux en place. Et ça, c'est ce qui est plus dangereux parce qu'on ne peut pas contrôler l'information. Aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de ma maman qui m'appelle moi toutes les semaines pour me demander si ce que ses collègues chez Leclerc lui ont dit c'est juste ou ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux est juste. Et souvent, c'est faux. À 95% du temps, c'est faux. Et donc, pour lui expliquer et démonter ces thèses-là, à l'époque, moi, militant, je m'amusais à aller répondre à des personnes, vous mentez, c'est faux, voilà la réalité. Et c'est nous qui prenions derrière, parce qu'il y avait 4-5 personnes pour nous répondre en disant « vous comprenez rien, vous êtes avec l'élite, vous les suivez parce que vous ne savez pas penser, c'est la pensée unique et toutes ces choses-là ». Et en fait, c'est eux qui ont gagné cette bataille. Ils ont gagné cette bataille sur les réseaux sociaux et on leur a ouvert en plus la place sur les plateaux télé. C'est pas méchant quand je dis ça, mais vu qu'ils s'expriment et qu'il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, moi j'ai vu des choses des fois sur des plateaux télé, je me dis « mais comment c'est possible de raconter ce genre de choses à la télé alors que tout est faux ?» Tout est faux. On peut parler de différentes choses. Là, on va parler par exemple du pacte de Marrakech. On peut parler, soi-disant, la pension de reversion qui a été votée à l'Assemblée nationale, baissée à 25%, alors que le texte n'existe même pas. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux et que les personnes prennent de but en blanc. Et au-delà de ça, c'est l'information qui passe le matin quand on part au travail à 8h qu'on a vue. On n'a pas d'information toute la journée et quand on rentre à 18h, on n'a pas regardé si l'information avait changé. Vu qu'on est en continu tout le temps, et que souvent les chiffres sont modifiés, la réalité est modifiée parce qu'on a la bonne information à la fin. On a fait une supputation au départ, mais on a pris ça comme une information réelle. Ça, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a un risque aussi de manipulation de l'extérieur? Puisque, en certaines occasions, on a beaucoup parlé des trolls venant de Russie. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose de cet ordre qui s'opère sur les réseaux sociaux dans la manipulation de l'opinion? Je ne dirais pas que ça vient obligatoirement de l'extérieur. Je ne veux pas rentrer dans cette thèse un peu qui peut paraître parfois complotiste, hein, c'est la logique, mais la Commission européenne est en train de mettre en place une équipe de cyberprotection pour lutter contre les infiltrations potentielles pendant les élections européennes. Il y a des personnes sur Twitter qui nous montrent qu'il y a plus de médias russes
présents sur les différents spots qu'on a eu à Paris ce week-end que les autres médias dits classiques. Et des personnes qui nous disent, voilà, il y a plus de tweets qui partent de comptes russes que de comptes français ou de comptes américains. Donc, au bout d'un certain temps... Avec des hashtags gilets jaunes. Des personnes se posent des questions. Donc, il y a des personnes qui font ce travail d'enquête, il y a des médias qui sont en train d'en parler. Donc à partir de là, on regarde. Mais j'ai pas envie de dire sur le plateau que c'est la Russie qui le fait volontairement. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être simplement des hackers. Ça peut être des personnes qui se servent de centres d'hébergement en Russie. On a entendu la colère des gilets jaunes dans les manifestations. Elle était française. Hein. Elle est 100% française. Mais aujourd'hui, ils sont nourris à la fake news. Et ça, c'est une réalité. Moi, ceux que j'ai vus, ils me racontaient des choses. Ils me disent, ça n'existe pas, ce que vous me dites. Et ils ont même, quand on leur dit qu'ils peuvent trouver l'information, par exemple, sur le site de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, ils disent, mais attendez, les sites, on peut écrire ce qu'on veut dedans. Ils ne se rendent pas compte que ce qui est public est automatiquement vérifié. Nous, on a des huissiers dans l'hémicycle qui valident tout ce que nous disons. Donc, je remets, quand j'ai fait un discours à l'Assemblée, je remets mon discours pour qu'il soit repris tel quel et remis. Et expliqué aux Français derrière. Donc, il faut qu'on trouve une méthode de communication et peut-être envahir aussi les réseaux sociaux en donnant les bonnes informations, plus d'infographies, plus d'infos, et simplifier la communication. L'Union européenne, par exemple, quand elle fait le président Juncker me dit qu'il fait des communications où il y a beaucoup de choses toutes les semaines. Oui, il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est des rapports trop longs, trop compliqués. Il faut simplifier notre communication. On ne peut pas dire que les commissaires européens communiquent beaucoup directement avec les grands médias. On voit Pierre Moscovici quand même assez présent sur le territoire national, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de... Le commissaire français s'exprime devant les Français, les Italiens devant les Italiens, etc. Donc en fait, c'est un problème de... Alors, sans parler de cette théorie du complot... redoutez-vous pour les prochaines élections européennes une forte poussée de l'extrême droite? Je voudrais que nous regardions à propos de ces élections l'offensive qui est menée par les extrêmes droites avec le renfort d'un homme qui a été l'ancien stratège de Donald Trump dans sa conquête du pouvoir, Steve Bannon et son mouvement, The Movement. Fasciné par la victoire de Matteo Salvini aux dernières élections, l'homme en noir veut faire de l'Italie son laboratoire. Gourou de la droite radicale américaine, Steve Bannon lance une fondation baptisée The Movement, dont l'ambition est claire, fédérer les populistes européens. Vous n'êtes pas seul. Le Brexit, Trump et ceux pour qui vous avez voté le 4 mars dernier, c'est le même rejet de l'état des choses. Pour paralyser l'Europe de l'intérieur, l'ancien banquier de Goldman Sachs, fondateur du site réactionnaire Breitbart, dispose d'un arsenal financier et logistique redoutable. Si vous pensez que je peux vous aider à vous concentrer sur les élections européennes pour gagner, nous, on vous fournit des sondages, des analyses de data. On peut organiser des war rooms et de la communication de crise. Tous les outils essentiels dont les gens ont besoin pour gagner des élections. Le tout bénévolement. Je ne suis pas ici pour dire aux Européens ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas ici pour dire aux Italiens ce qu'ils doivent faire. Vous savez ce que vous devez faire. Alors, ne surestimons pas Steve Bannon et son pouvoir, son influence, mais les extrêmes droites en Europe, suite à cette crise, est-ce que ce n'est pas elle qui risque de récupérer? Parce que vous disiez, il n'y a pas que la France qui est concernée par cette poussée, cette montée de fièvre. C'est pas que les extrêmes droites. On parlait tout à l'heure de populisme, mais les extrêmes gauches sont aussi très compliquées. L'Italie est presque un laboratoire pour nous, parce qu'on a une coalition extrême gauche entre guillemets, oui, le mouvement 5 étoiles et extrême droite avec le mouvement de la Ligue de Salvini. 5 étoiles, ça soit d'extrême gauche. Mais une majorité du programme a été basée sur plutôt... À un moment, d'ailleurs, il y avait des contacts entre En Marche et les 5 étoiles. Alors, ça, c'est le débat. J'ai rencontré des députés européens 5 étoiles. Il y a des moments où on est étonné parce que c'est pas que des populistes non plus. Voilà, il y a plein de choses dans le mouvement 5 étoiles. C'est un peu ce que essayent de faire demain, je crois, les Gilets jaunes de leur côté. Donc de créer une nouvelle structure pour porter une voix différente qui se dit la voix du peuple. Le problème, qu'on est dans une façon de faire le peuple contre les élites. Les élites, en gros, les politiques, les responsables d'entreprises et autres. Mais c'est pas parce qu'on a un élu qu'on est l'élite. L'élite, à la base, c'était ceux qui faisaient de longues études, qui étaient riches, c'était l'oligarchie. Moi, je suis un gamin d'un quartier populaire, j'ai fait un BEP, un bac pro, et ça, il faut qu'on puisse montrer aussi que le peuple est représenté par la démocratie directe que nous avons au sein de l'hémicycle. Parce qu'on a plein de nos collègues qui sont dans cette situation-là, entre les familles monoparentales, les personnes qui ont galéré en fin de mois, qui ont des difficultés à remplir leur frigo. On est plusieurs à le connaître. Et ça, il faut qu'on aille aussi le montrer, parce que ces histoires-là, ce sont les histoires des Français du quotidien.
Mais revenons sur Steve Bannon. Ce week-end, il était tout de même avec Marine Le Pen à faire l'éloge donc de l'État, de la nation. Et c'est de là aussi que partent toutes ces fausses informations sur ce qu'on appelle le pacte de Marrakech sur l'immigration. Comment est-ce qu'on répond à Steve Bannon à ce mouvement, à cette mouvance? Alors le pacte de Marrakech, peut-être préciser ce que c'est. Donc c'est le pacte qui doit être signé en ce début de semaine, pacte de l'ONU sur l'immigration. Alors on entend des fausses informations circuler sur le fait que ce pacte obligerait les États à recevoir, qui aurait un droit obligatoire à l'immigration. Comment est-ce qu'on répond à ça? Déjà, en rappelant la vérité, parce qu'en plus c'est un pacte qui est basé sur les droits de l'homme, sur les différentes chartes qui existent au niveau des droits de l'homme, de l'immigration. Et il n'est pas contraignant surtout. Il n'est pas contraignant et c'est écrit presque à chaque ligne qu'il n'est pas contraignant, c'est des propositions qui sont faites. Mais comment vous expliquez que ces informations aient déboulé comme ça sur l'espace public? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment expliqué en amont ce qu'il y avait dans cet accord à venir Ça paraissait pas, vu que c'est pas contraignant, que des pays se mettent autour d'une table pour dire il y a un problème avec l'immigration dans le monde, qui est une réalité. Quand on a 75 millions de déplacés, qu'on a des pays qui sont en difficulté, ou certains pays comme le Liban ou autres ont presque la moitié de leur population qui sont dans des camps d'accompagnement. Je suis en Turquie la semaine prochaine, je vais à Gaziantep. C'est un camp qui est très important à la frontière de la Syrie. C'est une réalité aujourd'hui, l'immigration. Et le défi climatique aujourd'hui, quand on regarde le président des Fidji qui nous dit nous, on est en train de mourir et personne ne s'oppose de nous. Demain, quand les îles vont disparaître, on ne va pas laisser les personnes dessus et les laisser mourir. Mais il n'y a pas eu de communication, comment dire, ou de pédagogie, là, peut-être, sur cette affaire. Mais parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Et si certains politiques de la droite républicaine et de l'extrême droite française ou européenne ne s'étaient pas engouffrés dans la brèche pour en rajouter, parce que leur fond de commerce, c'est de lutter contre l'immigration ou contre l'islam, on n'aurait pas ce débat-là. Aujourd'hui, il faut remettre aussi certaines valeurs sur la table et de dire il y a des personnes qu'on doit accompagner, aider, c'est le droit d'asile, les personnes en difficulté directe, ceux qui sont au risque de mort, ceux qui sont maltraités dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels ou parce que ou les femmes qui sont enfermées, à qui on interdit de vivre tout simplement. Ça, c'est une réalité. Après, il y a des problèmes d'immigration économique. Ce qui est ambigu, c'est d'un côté, on dit ce pacte n'est pas contraignant, alors après, on se demande aussi à quoi il sert. Donc d'un autre côté, d'autres peuvent vous dire, et du coup, au niveau des migrations, qu'est-ce qui va arranger ce pacte? C'est la continuité. Quand on fait évoluer les droits de l'homme, quand on fait évoluer nos droits nationaux, les États membres sont toujours les derniers à prendre la décision. C'est eux qui décident comment ils appliquent leurs lois. C'est pareil au niveau européen, on nous explique que c'est l'Europe qui nous dit qu'on doit faire les choses de telle et telle manière. Pourtant, le droit d'asile en Europe, dans tous les pays, il est différent. Ouais. Et chaque pays est souverain et choisit comment il l'applique. Vous occupez de cette question de l'asile. Vous allez être en préparation d'un rapport que vous rendrez au mois d'avril à la Commission des Affaires étrangères. Il y a 48 heures, on apprenait la fin des opérations de l'Aquarius, ce bateau qui se portait au secours des migrants naufragés en Méditerranée. Il a sauvé 30 000 vies en 5 ans. Il renonce à ses actions parce qu'il a eu rencontré beaucoup de difficultés, son pavillon lui a été retiré, etc. Il a eu un harcèlement, il a même été interdit d'accoster dans les ports italiens. Déjà, je voudrais votre réaction à l'arrêt des opérations de l'Aquarius. Moi, j'ai toujours soutenu l'Aquarius parce qu'il faisait le travail que certains ne faisaient pas. Il sauvait des personnes en mer. Il ne faisait rien d'autre. Il n'allait pas les chercher d'un port pour les emmener sur le territoire européen. Il sauvait les personnes qui étaient déjà en mer Méditerranée, en mer Méditerranée centrale. Là où on n'avait pas l'opération Triton, donc l'opération Frontex. Alors pourquoi la France n'a pas pris une mesure symbolique pour protéger les opérations menées par l'Aquarius? Pourquoi la France ne lui a pas donné un pavillon? Il y avait eu des débats. J'avais eu justement la chance de débattre avec la directrice générale sur RFI il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, en France, il y a un système administratif contraignant et il fallait y répondre. Ils attendaient que la Suisse puisse les accompagner sur le pavillon. Ça n'a pas été fait non plus. Il y a eu des demandes qui ont été faites. Après, je pense que ça doit être compliqué pour eux aussi, parce qu'au-delà du fait de ne pas pouvoir accoster, il y a des personnes qui ont été menacées. Ça devenait compliqué pour eux. Et par contre, c'est à l'Union européenne de prendre le relais derrière. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'une association fasse ça, parce que c'est à l'Union européenne de protéger les personnes en mer. C'est le droit maritime. C'est SOS Méditerranée. L'Union européenne, avec M. Salvini, avec l'extrême droite au pouvoir en Autriche, va défendre ça, va essayer de construire un Aquarius. L'agence Frontex est une agence indépendante, entre guillemets. Elle est rattachée à l'Union européenne, mais son travail, c'est pas de sauver les gens qui risquent de mourir. Mais s'ils sont des gardes-côtes. Elle est garde-frontière, c'est un garde-frontière. Voilà. Non, mais garde-frontière et garde-côte. Frontex, c'est pas juste des gardes-frontières. C'est de protéger aussi ceux qui sont en mer. C'est le droit maritime.
toutes les personnes qui sont à proximité d'un bateau qui va s'échouer doivent pouvoir le protéger. Monsieur Bernès, vous avez une ONG allemande là, qui vient de saisir la Cour pénale internationale et qui dit que, c'est ce qu'elle dit, mais que c'est une ONG allemande, que Frontex n'a rien fait pour sauver notamment 15 migrants qui sont morts dernièrement en Méditerranée, et qu'elle dit, en fait, Frontex pourrait être poursuivi pour crime contre l'humanité. Je veux dire, qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ça? Est-ce que Frontex fait vraiment un travail de sauvetage? C'est ce que Alain Sall vous disait du Monde. C'est pas son... Frontex l'a fait souvent, d'ailleurs. M. Salvini l'a reproché en disant c'est pas normal que Frontex prenne des personnes, qui les emmène dans nos ports, à Malte ou en Italie, parce que c'est des personnes qui n'ont rien à faire chez nous. Ils partaient de ce principe-là. Donc ils le font. Après, crime contre l'humanité, ça voudrait dire qu'au pire des cas, c'est les agents qui les auraient tués. C'est pas le cas. Ils étaient en train de couler, qu'elle n'a rien fait. C'est parce qu'ils disent, avec les moyens, les radars, les bateaux, etc., comment Frontex peut laisser des gens... La zone de Méditerranée est très importante. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'hommes dans Frontex. C'est quand même l'objectif à 2020, c'est d'augmenter le nombre d'hommes, c'est jusqu'à 10 000 hommes, de faire en sorte qu'il y ait des moyens financiers complémentaires. On manque un peu de matériel, il y a des matériels qui vont être ajoutés. Il y a des protections aussi des frontières au niveau grec, la protection des frontières espagnoles avec la frontière marocaine. Frontex est en train de se déployer un peu partout. Et c'est aussi nouveau, Frontex, qu'au départ, c'était quand même chaque pays qui protégeait sa frontière extérieure. Là, c'est un système, grâce à l'espace Schengen, qui nous permettrait de protéger un peu mieux le contour européen. Il y a énormément de résistance. La Hongrie le refuse. Bien sûr. La Hongrie le refuse aujourd'hui. La Hongrie, malheureusement, refuse presque tout ce qui pourrait nous faire avancer sur le sujet. Aujourd'hui, on aurait pu répondre à ce défi migratoire si la Pologne et la Hongrie n'avaient pas bloqué le vote. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument prendre la décision à l'unanimité. Il faudrait peut-être prendre cette décision à la majorité qualifiée, même si la Hongrie, demain, n'accueille pas de personnes. Il faut que les autres pays européens prennent leurs responsabilités. C'est ce que fait la France avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Mais derrière, il faut que tous les autres puissent suivre. On ne peut pas laisser l'Italie et la Grèce être les seuls à prendre leur part de responsabilité sans que les autres puissent prendre le sujet à bras-le-corps. Les Espagnols, aujourd'hui, commencent à être aussi submergés parce qu'il y a de plus en plus de monde qui essaie de passer par l'Espagne. Donc on va être touché quoi qu'il arrive. Il y en a quand même de moins en moins de migrants. Il y en a de moins en moins, mais il y en a qui sont encore là. Moins de 100 000 cette année par rapport à... Oui, mais on a toujours l'impression que c'est presque insupportable pour les pays européens. Le cas de l'Aquarius et cet été... il y avait des dizaines de gens qui arrivaient dans ces bateaux. Ils ont été répartis effectivement entre quelques pays, mais c'était quand même... On parlait de très peu de gens, et c'était une affaire. Et on sentait quand même une peur en France que l'Aquarius arrive à Marseille, quoi. Une minute pour répondre parce que nous arrivons à la fin. Je fais très rapidement, mais la problématique aujourd'hui, c'est pas ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont arrivés. Et étant donné que c'est 3 ou 4 pays qui gèrent les arrivées, ils sont submergés parce que les délais sont trop longs. Il y a des personnes en Grèce, ça fait 24 mois qu'elles attendent que leur décès soit traités. Donc il faut les répartir sur tout le territoire européen pour que chaque pays prenne sa part, traite les dossiers, et s'ils n'ont pas vocation à être sur le territoire européen, ils sont déboutés, ils seront accompagnés dans leur pays d'origine, et accompagnés avec des nouveaux process, parce que l'Union européenne met en place des financements pour des écoles, pour des associations, pour de l'économie, pour que les personnes puissent se développer sur leur territoire. C'est important aussi de le faire dans le sens-là. Il ne faut pas simplement traiter la cause sur notre territoire, il faut aussi le faire sur les territoires d'origine, qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Ludovic Mendes d'avoir répondu à nos questions. Merci à votre invitation. À celle de Sophie Malibaud de RFI et Alain Sall du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien. À très vite sur TV5 Monde.